9e jour du 7e mois de l'année 2026. C'est la team de jeudi qui prend donc en otage l'antenne pour une heure d'ambiance, de bien-être, de bonne humeur bien évidemment et aussi de faits de société sur SOS Docteur TV dans l'émission Le Plateau du bien-être sur la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Le plateau est toujours là, l'équipe est toujours en place, on ne change jamais l'équipe qui gagne. Bonjour Jacques. Bonjour Willy, tu l'as bien fait, c'est entre les hommes, j'aime bien cette complicité. Parfait. Tu sais, on ne peut jamais trahir le syndicat. Ça, c'est vrai, sauf que la dernière fois, tu as failli trahir le syndicat. Non, c'est juste un test. Bon, heureusement que tu es revenu sur de bons sentiments. On t'a réintégré dans le syndicat. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonjour donc au plateau, bonjour à nos chers amis téléspectateurs. C'est vrai que ce matin, on sent une certaine complicité entre la droite et moi. Bien sûr. Je ne dis rien pour le moment. On en saura plus dans la suite de l'émission. Et puis, monsieur Apollinaire qui envoie mon plan en plus. Ah ouais, justement. C'est-à-dire, c'est pour illustrer en fait ce que j'appelle de dire. Moi, je dis ma droite. et les images. Voilà. Il fait bien son travail en fait. Exactement. En tout cas, bonjour monsieur Apollinaire. Merci beaucoup. Non, vous êtes bien assorti. Hein? Mais tu sais, c'est une question d'assortiment. Ah, d'accord. Quand deux esprits se deux grands esprits. Merci pour la précision. Merci pour la précision. Powerful. Alors, Brigitte, comment tu vas? Ça va, comme ça peut aller ce matin. Bonjour à nos chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. Ça démarre et voilà, c'est parti pour une heure de temps, une heure de bonne information. Et surtout avec la causerie de ce matin. Bien Moi, sûr. Je suis prête, je suis là et ça va chauffer. Bien sûr, ça va chauffer. Marie-Esther, bonjour. Bonjour William. Comment tu vas? Ça va, merci. Bonjour Blandine. Bonjour. Bonjour Jacques. Bonjour. Bonjour tous les téléspectateurs. Justement, c'est ce que j'allais dire. Je voulais t'appeler Ezekiel. Hein? Voilà. Qu'est-ce que Ezekiel a donné à la petite fille? Il y a quelle ressemblance? Si tu m'appelais, s'il y avait une petite, tu t'es trompé entre Blandine et Jacques, je pourrais comprendre. Mais Ezekiel, il y a quelle ressemblance? Il est dans le syndicat, n'est-ce pas? Lui, je ne l'ai pas encore testé pour voir s'il est dans le syndicat. En tout cas, coucou à Ezekiel. Non, t'inquiète pas, on va faire un plateau spécial. Je vais organiser un plateau spécial où Ezekiel sera ici sur ce plateau avec toi. On verra s'il y a de là, bonne foi. On verra bien. Bonjour très chers téléspectateurs, nous sommes très ravis de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro et voilà. Merci donc de toujours nous suivre sur la télévision SOS Docteur TV. Tout à l'heure, causerie, information du jour, les mots doc, bien-être et aussi, vous savez, c'est jeudi, Jacques est là, chronique des savants. Aujourd'hui, on va encore découvrir d'autres choses, des savants bien évidemment, et leur découverte. Alors, le décor est planté, on se lance. Donc, tu as oublié ma rubrique? Non, j'ai parlé de bien-être bien évidemment, je l'ai dit. Si, je l'ai dit. Peut-être que Elle n'a pas les oreilles. Ah, d'accord. Tu étais sur off. Elle n'a pas les oreilles du bien-être. Ah, désolé. Alors, reçois les oreilles du bien-être. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, le décor est planté. On y va tout de suite pour la toute première rubrique, causerie. C'est parti. Eh bien, la causerie d'aujourd'hui touche quand même un sujet, oui, de société, un peu tabou aussi, mais l'objectif, c'est quand même d'attirer l'attention sur la chose pour que l'information puisse passer, la sensibilisation, bien évidemment, et aussi insister sur le bien fondé de la chose et les dispositions, bien sûr, à mettre en pratique. Alors, le thème de la causerie s'intitule « Les jeunes ont-ils vraiment accès à la contraception sans jugement ?» Point d'interrogation. Voilà, il faudrait que je précise. Les jeunes ont-ils vraiment accès à la contraception sans jugement? Beaucoup de questions se posent aujourd'hui. C'est vrai qu'on rencontre souvent ce genre de situation. Si peut-être un jeune, bon, c'est conseillé, la contraception. Voilà, il faut utiliser les préservatifs, il faut éviter les grossesses indésirées, tout ce qui va avec. Vous connaissez très bien, chers téléspectateurs. Eh bien, on s'est rendu compte que quand vous partez donc à la pharmacie, par exemple, pour acheter des préservatifs, déjà, il faut déjà avoir le courage de pouvoir marcher comme il se doit, de s'approcher du pharmacien pour dire bonjour. Tu peux dire bonjour d'un volume élevé, mais la suite posément. Mais le regard qui suit, en fait, c'est ce qui dérange. Et puis des fois même,
il y a celle qui va te servir ou bien celui qui va te servir, qui fait genre il n'a pas entendu ce que tu as dit. Pourquoi tu parles tu veux parler de quoi? Est-ce que tu peux augmenter Exactement. Exactement. Donc, c'est ce qui nous amène à parler donc, de cette thématique aujourd'hui. Si les jeunes ont-ils vraiment accès à la contraception sans jugement? Alors, mesdames, messieurs, c'est le thème sur lequel nous allons débattre aujourd'hui. Déjà, je voudrais que vous me dites, les jeunes ont-ils vraiment accès à la contraception? Je n'ajoute pas encore le jugement. Oui et non. Je t'écoute. Oui et non. Les jeunes ont accès à la contraception, mais faut-il savoir si les jeunes en milieu rural ont aussi droit à la contraception? Ceux qui sont peut-être en ville ici, à quoi, 100, 200, 300 mètres, on peut peut-être trouver une pharmacie pour se procurer. Mais je ne sais pas ceux qui sont peut-être à Tcharpanga, ceux qui sont peut-être à Iliko, ceux qui sont peut-être à Djebakondi quelque part, pourraient peut-être aussi faire 100, 200, 300, 500 mètres et trouver une pharmacie ou bien avoir ces préservatifs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut en trouver sur le marché. Tu vas dans les petites boutiques là, les bonnes dames en disposent souvent et les gens préfèrent aller se ruer vers ces bonnes dames là pour en acheter. La question aussi que je me pose, c'est de savoir, est-ce que les préservatifs qu'on nous vend en pharmacie, ces préservatifs là sont meilleurs que ce que nous achetons sur le marché? Parce que si peut-être pour certaines raisons, les gens préfèrent ne plus aller à la pharmacie mais aller auprès de ces bonnes dames là, qui peut-être la qualité est remise en cause, la qualité est douteuse, je pense que là, il y a un problème. Maintenant, le véritable problème, c'est de poser la question de savoir pourquoi peut-être les jeunes ne vont pas vers les pharmacies ou les structures ou les formations sanitaires pour s'en approprier. Quand on parle aussi de contraception, il n'y a pas que le préso ou encore le préservatif. Exactement. Il y a aussi d'autres méthodes de comme contraception, comme la pilule du lendemain. Et il y a même aujourd'hui les implants et autres que certaines filles mettent, surtout pour des filles qui sont actives, qui sont sexuellement actives. Il y a ça aussi maintenant. Reste à savoir quel accompagnement se fait. Moi, j'ai eu la chance de voir une fille qui était à l'époque en classe de terminale. Elle allait se faire ça. Moi, je ne savais pas, un jour dans les causeries, elle en a parlé, puisque j'ai vu quoi? Les marques Non, l'implant. Oui. Et je dis, mais ça, c'est encore quoi ça? Qu'est-ce qui t'est rentré dans la chair comme ça? La personne s'est moquée de moi. Je vous dis, une fille à l'époque qui avait quoi, 19, 20 ans. Elle dit, mais c'est quoi ça? Parce que moi, je ne maîtrisais pas. Et c'est après j'ai échangé avec une sage-femme qui me disait, les filles qui sont sexuellement actives, donc on leur conseille ces méthodes-là pour éviter qu'elles ne tombent grosses et tout. Mais la question c'est de savoir, moi je lui ai posé la question, comment est-ce que tu as eu ça? Elle dit, elle s'est levée un beau matin, puis elle s'est rendue à l'hôpital, elle a vu la sage-femme, elle a dit, elle veut ci, puis voilà, donc il y a également des examens qu'il faut faire pour voir quelle méthode conviendrait à ton organisme et qui sera adaptée, parce que certains l'ont fait, ils en ont souffert. Oui, exactement. Ils en ont terriblement souffert. Justement. Et moi, je vais aller plus loin en disant également, bon, je ne vais pas dire ça, je laisse parce que c'est un autre sujet. Il y a aussi de ces femmes-là qui s'en vont faire des contraceptions à l'insu de leur mari. Ça, justement. C'est notre sujet. Et parfois, quand les conséquences viennent, c'est en ce moment que le mari découvre. Oui, justement. Voilà. Et ça peut transformer, ça peut déjà changer à autre chose carrément. Oui. Et c'est vrai que la femme dispose de son corps. Je reviens à nous, la jeunesse. Mais la question que je me pose, si j'avais peut-être une sage-femme à côté, ou ces militants-là de ces organismes, j'allais leur poser la question de savoir, quand un jeune, c'est vrai qu'il est mature, il est majeur, s'en va peut-être faire une méthode contraceptive, est-ce que ses parents ne doivent pas être informés? Pourquoi est-ce que je pose la question? C'est pour éviter que, si peut-être il y a des effets secondaires qui survenaient peut-être à la maison, que les parents ne soient pas étonnés. Parce que parfois, on cache. Et finalement, quand ça devient, ça prend une allure aussi inquiétante, c'est en ce moment, on court, on appelle les parents à la rescousse. Et quand les parents arrivent, ils ne sont pas vraiment informés, ils ne savent pas ce qui se passe. Ou encore, c'est arrivé à l'hôpital qu'on découvre qu'elle est allée faire ceci et peut-être ça n'a pas marché et ça entraîne cela. Donc,
je suis c'est un peu confus dans ma tête. J'aurai l'occasion de leur poser cette question-là. Je ne vais pas encore rentrer. Je me tiens à la question que tu m'as posée. Ça, c'est juste l'avant-propos. Tu l'as dit, l'équipe du jeudi, nous allons prendre en otage l'antenne. Bien évidemment. Moi, j'ai déjà pris l'antenne en otage. Ça, c'est très bien. Je pense que les dames vont devoir t'emboîter le pas. Alors, pour vous, Blandine et Marie-Esther, est-ce que vous pensez que le regard de la société décourage vraiment les jeunes pour pouvoir se protéger? Bon, moi, je dirais oui et non. Oui, dans le sens où c'est vrai qu'on remarque souvent qu'il y a beaucoup de jeunes quand même aujourd'hui qui ont accès à l'information et qui prennent sur eux quand même d'aller vers les centres de santé ou carrément à la pharmacie pour se procurer soit les préservatifs ou bien pour pouvoir avoir un moyen de contraception. Mais non, je dirais non dans la mesure où des fois, comme je l'avais dit à l'introduction, le regard de ces pharmaciennes-là, le regard de ces personnels de santé-là qui prennent soin vraiment de ces jeunes-là ne leur permet pas en réalité d'avoir confiance en eux pour pouvoir véritablement se dire oui, je veux le faire, donc je le fais. Il y a également le fait que des fois, quand on se rend dans des centres de santé, on te demande tu as quel âge. Quand tu donnes ton âge, automatiquement, le visage de la personne te fait dire que, bon, je suis trop jeune, peut-être que... mais ce qui a lieu de faire, c'est que, normalement, on sait que quand on est adolescent, c'est-à-dire quand on atteint l'âge de 15 ans, normalement, on devrait avoir l'information sur la sexualité. Exactement. Et tout ça. Donc, quand on se rend à l'hôpital, peut-être qu'un jeune de 16 ans qui se rend à l'hôpital, pour moi, je pense que c'est quelque chose à vraiment encourager parce que c'est un adolescent conscient, en fait. Il n'a pas envie de gâcher sa vie, ni de gâcher la vie de quelqu'un d'autre. Il est conscient de ce qu'il est en train de poser comme acte et aimerait qu'on l'accompagne dans ce processus-là. Du coup, le fait de regarder cette personne comme si, en fait, elle ne méritait pas, bien, elle n'avait pas encore l'âge normal, voilà, pour venir à l'information, bien se dire que, voilà, moi j'ai besoin d'un implant et tout ça. Ça décourage. Et cette personne, quand elle va quitter l'hôpital, n'oublions pas que les jeunes ont l'habitude de traîner entre eux. Quand cette personne va quitter l'hôpital et aller rejoindre ses amis, elle ne pourra pas aller dire de l'autre côté que voilà, je suis allée, on m'a bien accueilli, l'information est bien passée, on m'a demandé de faire des analyses pour voir si telle méthode ou telle méthode m'irait le mieux et tout ça. En tout cas, c'était très bien, je vous conseille vivement de faire pareil. Au contraire, elle dira automatiquement non, 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 n'allez pas là-bas, franchement. Moi, je préfère que ma petite amie, elle compte les jours. Je préfère, moi, je n'ai même plus envie de tester tout ça là parce que franchement, psychologiquement, le petit ou la petite a été atteint. Tu vois. Du coup, oui et non. Donc, je me dis, dans les centres de santé, aujourd'hui, on a l'habitude de le dire, c'est eux qui sont habilités à mieux faire passer le message. C'est vrai que les médias font leur part, mais on les oriente tout le temps vers les centres de santé, vers les pharmacies. Du coup, que chacun prenne ses responsabilités. On ne dit pas que tout le temps ça se passe comme ça. Si le sujet se pose aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu à faire un constat. Exact. Et comme Jacques l'a dit, peut-être on ne sait pas si les préservatifs, par exemple, qu'on vend à la pharmacie sont meilleurs aux préservatifs qu'on vend chez les bonnes dames. Mais non, si on nous conseille souvent d'aller à la pharmacie pour aller prendre les produits et que la pharmacie ne me met pas en confiance, comment est-ce que j'aurai ce courage-là d'aller à la pharmacie pour pouvoir me payer les préservatifs? Je préférerais plutôt aller chez la bonne dame. Peut-être que les préservatifs sur l'étagère de la bonne dame l'a fait, peut-être la date de péremption est dépassée depuis, elle n'a même pas vérifié. C'est là-bas et elle vend, elle n'attend qu'à vendre et voilà. C'est son chiffre d'affaires qui vend. Voilà. Du coup, à la pharmacie, on sait qu'il y a un contrôle tout le temps qui se fait tout le temps là. On est carrément sûr que au moins à 99, mais à 95% que les préservatifs
peut-être qu'on aura à prendre là-bas, pharmacie, n'auront pas d'effets secondaires, n'auront pas des effets, je ne sais pas, des conséquences très négatives sur notre santé. Pas que sur la santé, il y en a qui disent que bon, moi j'ai utilisé les préservatifs, mais la fille est tombée grosse. Voilà. Ouais, justement, il y a ces des cas personnes- aussi. Le préservatif, est-ce que la date de péremption est déjà Exactement. Voilà. D'où la qualité qui entre en jeu. qualité. Mais est-ce que vous pensez que les pharmaciens peut-être doivent aussi avoir une sensibilisation sur les attitudes à adopter vis-à-vis des clients qui viennent chercher ces méthodes? Marine a qu'à prêcher. Bon, je vais parler. Des témoignages à donner. D'accord. Avant que tu te prononces sur la question, je voudrais d'abord que tu nous dises, un jeune qui opte peut-être pour la contraception, est-ce qu'il a tort? Bon, en fait, ce que moi je veux dire, Oui ou non? non, en fait, C'est Jacques. Donc, C'est une question fermée. Avant que tu n'enchaînes avec Voilà, oui ton ou non. intervention là. Voilà. bon, un jeune qui opte pour la contraception, pour moi, ma part, Oui, bien sûr. bon, je dirais que il a tort, Ok. d'accord? Mais pourquoi est-ce que je dis ça? On a bien dit, bon, un jeune, d'accord? Vous savez, aujourd'hui, je sais que pour tout parent qui peut-être nous regarde, ou bien tout parent quelque part, et nous sommes tous ici, nous sommes des parents, je pense que nous sommes appelés à devenir des parents. Voilà. Tout parent, son choix pour son enfant, ou bien son souhait pour son jeune, ou bien voilà, un enfant qui va grandir, adolescent et tout, son choix pour lui serait que mon enfant ou bien mon jeune pratique l'abstinence. Souvent, on le dit aussi, que le meilleur choix, c'est l'abstinence sexuelle. Pourquoi on dit ça? Parce que je me dis que chaque parent savent un peu pourquoi il ne souhaiterait pas que mon enfant à un âge donné commence par s'adonner peut-être à l'activité sexuelle et tout. D'accord? Du coup, je me dis, en âme et conscience, tout parent souhaiterait que, en tant que jeune, un enfant pratique l'abstinence sexuelle. Et je me dis que c'est peut-être ça qui fait, en fait, qui donne, en fait, cette sensation aux personnes qui sont dans les milieux, comment dire, pharmacie, ruraux et tout ça. Quand peut-être que tu dis, tu veux prendre un préservatif, un jeune veut aller prendre un préservatif et tout, peut-être qu'il peut se dire, ah bon, l'enfant là, il a quel âge ou bien, bon, c'est quoi il est en train de faire? Parce que au fin fond de nous, tout le monde veut que, peut-être que son enfant, voilà, se préserve jusqu'à ce que, arriver à un âge avant de commencer l'activité sexuelle. Mais aujourd'hui, tu peux beau parler à ton enfant, d'accord? Tu peux beau parler, tu peux beau le conseiller, tu peux beau lui dire, voilà, ne fais pas ceci, préserve-toi aussi. Mais avec la société d'aujourd'hui, comme on dit, l'enfant part à l'école, ce qu'il écoute sur les réseaux sociaux et tout, l'enfant peut être tenté, le jeune peut être tenté de commencer l'activité sexuelle et tout. Donc c'est dans ce sens-là où c'est vraiment important de parler à un jeune, de sensibiliser un jeune sur la contraception. Au cas où, toi, en tant que parent, tu fais ton travail et que tu conseilles l'enfant, que voilà, c'est ça, et le sexe, c'est ça. Tu parles de la santé sexuelle avec ton enfant, à ton jeune. Mais, et tu lui dis, si au cas où il arrivait peut-être que toi, moi, c'est ce que moi je dis, tu ne veux pas écouter ou bien il arrivait à ce que un jour, tu décides, à cause de peut-être des pressions, ce que tes amis font et tout, toi, si tu veux, ok, voilà le préservatif qui est là. Tu peux toutefois l'utiliser parce que les parents peuvent parler. Tu peux te conseiller un enfant, mais en fait, la vie, c'est un choix. Il peut choisir que non, moi aussi, je veux commencer, voilà, à pratiquer l'activité sexuelle et tout. Donc là, c'est en ce moment où, quand tu l'auras sensibilisé sur la contraception, quand il va vouloir peut-être commencer l'activité sexuelle, il va se dire, j'ai peut-être un moyen une méthode de contraception, donc je pourrais aller m'en procurer. Donc, pour ma part, c'est ce que moi, je peux dire. D'accord, merci beaucoup. Jacques, il lève le doigt comme si on était... Un petit recadrage. Oui. Je respecte la vie de Marie. Je pense que finalement, elle a rejoint quand même la réalité. T'inquiète, je viens, elle va comprendre quelque chose. Oui. Je respecte la vie de Marie.
Mais j'ai juste une question à lui poser. Quand Marie dit qu'un jeune qui opte pour la contraception, c'est à tort. À tort, qu'est-ce qu'elle met dans la jeunesse? Parce qu'elle ne va pas me dire, à 30 ans, on est toujours jeune. Est-ce qu'elle va dire qu'un jeune de 30 ans a tort d'opter pour la contraception? À 20 ans, 25 ans, on est toujours jeune. Est-ce qu'elle va me dire qu'un jeune de 25 ans a tort d'opter pour la contraception? Aujourd'hui, nous avons des enfants qui ont le bac à 18 ans. Et peut-être le jeune à 19 ans ou 20 ans opte pour la contraception. Et on l'a dit, la contraception, ce n'est pas que les pilules ou encore les implants et autres. Les préservatifs également font partie de la contraception. Un jeune qui peut-être a 20 ans ou 19 ans utilise la contraception, est-ce que ce jeune a tort? La pré-jeunesse commence déjà à partir de 15 ans selon l'OMS. Un jeune qui peut-être déjà à 15 ans, qui peut-être s'est mis dans une situation ou encore a fait usage entre-temps de la contraception ou encore du préservatif, est-ce que ce jeune a eu tort d'utiliser le préservatif dans une situation donnée pour faire une activité sexuelle? Là, je pense que c'est non. Mais si on me dit que ce jeune a tort, dans ce cas, on encourage les jeunes peut-être à pratiquer dans certaines situations une activité sexuelle sans préservatif. Oui, c'est ce qu'on veut nous faire comprendre. Qui veut vous faire Maintenant, quand Marie me dit de pratiquer l'abstinence, je suis d'accord. D'accord, je suis d'accord. Mais il faudrait qu'on soit mais réaliste. il faudrait qu'on comprenne quelque chose. Vous savez, nous sommes dans un environnement, dans un monde en perpétuelle mutation. Je ne suis pas sûr que l'éducation de 1800 a été la même éducation que 1900. La même éducation de 1900 n'a pas été la même que l'éducation de 2000. Et même quand on prend 2000, l'éducation de 2000 à 2005 n'est pas la même que celle de 2005 à 2010. Et quand je vais venir à 2020-2026, je ne suis pas sûr. Pas la même chose. Les générations, chaque génération a sa particularité. Et je ne vais pas dire que les générations, c'est égal. Non, même pas. Non, même pas. Mais ce que je sais est que lorsque on ramène une génération à une autre époque et qu'on étudie bien, on comprendra peut-être que c'est pratiquement la même chose, sauf que la génération en cours a une particularité propre à elle. Alors, moi, je ne peux pas concevoir qu'on me dise qu'un jeune qui opte pour la contraception a tort. Je dirais un jeune qui opte pour la contraception est un jeune mature et responsable. Parce que, pourquoi responsable? Il sait ce dans quoi il s'engage. Et il prend d'avance les mesures idoines pour éviter peut-être que ceci ou cela advienne. Alors moi je ne peux pas dire, quand on dit un jeune a opté pour la contraception, il a tort. On peut me dire qu'il y a plusieurs moyens de contraception. À lui de voir ce qui lui convient. D'accord. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les parents même appellent les enfants et leur distribuent des préservatifs? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les parents appellent même leurs filles et leur donnent des garnitures? Mais que cache ce geste-là? Voilà, ce geste en réalité met l'enfant à l'épreuve. C'est pour faire comprendre à l'enfant que tes parents ont un œil regardant sur toi. Est-ce que ça n'incite pas les enfants à vouloir faire forcément... En tout cas, moi j'ai eu la chance de côtoyer deux enfants. Le papa, il est militaire, il est médecin militaire. Quand il rentre, il appelle son fils, son garçon, et il lui tend des préservatifs. Il appelle la jeune fille, il tend des préservatifs à la jeune fille et également des garnitures à la jeune fille. Et j'ai posé la question au jeune garçon de savoir, est-ce que cette façon de faire ne t'incite pas? Il a dit, plutôt, le jour où le papa peut-être apprendrait qu'il est allé et qu'il a engrossé une fille, ça veut dire qu'il n'a pas pris en compte les instructions du papa. Ça veut dire qu'il a désobéi en fait, parce que le papa en aucun moment ne l'a interdit de pratiquer une activité sexuelle. Il sait qu'il est un jeune et il est déjà, disons, majeur, il est responsable de ce qu'il fait, mais le papa attire son attention du fait que, certes, tu es responsable, mais tu n'es pas pleinement responsable. Et si jamais tu devais faire une activité sexuelle, la meilleure des choses, c'est de te protéger. Généralement, nous pensons aussi que quand on dit se protéger, c'est éviter la grossesse. Mais non, se protéger, ce n'est pas seulement la grossesse. C'est pour ça que je dis, quand on dit qu'un jeune qui opte pour une contraception, attends, je dis c'est faux. Parce qu'il n'y a pas que la grossesse, il y a les infections sexuellement transmissibles. Il y a tout ce qui l'entoure. Ça veut dire que le papa se soucie de la santé de son enfant pour lui éviter un certain nombre de choses. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il a lieu de revoir notre éducation. Parce qu'à un moment donné, il y a une sorte de religiosité qui fait que
on dérape sur l'éducation en réalité qu'il faudrait donner à nos enfants. Pourquoi est-ce que... Et pour finir, je vais venir à ta question. Je vais donner un témoignage vite fait. Vas-y. J'étais allé à la pharmacie. Ça, ce n'est pas l'histoire d'un ami ou un ami m'a raconté. J'étais allé à... Une expérience personnelle. C'est une expérience personnelle. Ok. Généralement, en tout cas, moi, je suis jamais allé à la pharmacie pour payer du préso. Et j'avais un ami. Un soir, je lui disais, mais tiens, tu sais, j'ai besoin de l'huile, de lubrifiant en fait. Et c'est lui, j'envoyais souvent pour m'en acheter quoi. Et un jour, il fallait que moi-même je fasse l'expérience. Et j'arrive, je ne savais pas quel terme utiliser. Parce que je me suis dit, à un moment donné, il faut apprendre soi-même à faire face à la vie. Parce que la vie ne sera pas tout le temps là. J'ai peut-être mal réfléchi dans ma tête. Je me suis dit, mais arrivé là-bas, s'il y a du monde, je vais dire, je vais payer du lubrifiant. J'arrive, oui, monsieur, vous voulez quoi? Je dis, je veux du gel intime. Du gel lubrifiant. Le gars m'a regardé bizarre. Il est allé. Et au niveau de la caisse, la dame dit, ah, qui a commandé? Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Moi, déjà, cette façon de faire, ça m'a dérangé. Une seconde fois, j'étais là et puis un ami m'appelle. Il dit, tiens, qu'il est dans une situation compliquée là, est-ce que je peux lui payer la pilule du lendemain parce que il vient de, vous comprenez, donc c'est pas vraiment sûr. Pas sûr. Voilà. Il faut capter les dangers. Exactement. Je dis, oh, bon, il n'y a pas de souci. Je cours, je vais à la pharmacie, j'ai fini, je vais à la pharmacie et puis je dis, ah, je veux la pilule du lendemain. Le gars me regarde et dit, mais tiens, je te connais, tu es journaliste. Il a donné même le nom de la chaîne. Il dit, ouais, c'est vrai. Que mais tu as peur de quoi? Si toi-même tu passes les informations tout le temps. Il dit, tu as peur de quoi? Ce métier-ci. Je l'ai dit, en fait, ce n'est pas moi. Je dis, non, tu sais, c'est entre nous les hommes. Tu peux me dire, ça peut être toi. Je lui ai dit, non, en fait, que c'est un ami qui m'a envoyé. Donc, je n'ai pas moi qui suis dans l'urgence. Mais ça m'a fait poser la question de savoir pourquoi il pense que je veux fuir une responsabilité. Est-ce que par moment, cette façon de vouloir creuser, comprendre, est-ce que ça ne va pas entraîner une certaine connotation, une certaine interprétation? Moi, c'est vrai que moi, ça ne me dérange pas. Mais ce qui a fait qu'aujourd'hui, là, moi, aller encore dans la pharmacie pour dire je vais payer lubrifiant, ça me dérange. Alors, il y a un ami qui est en Allemagne qui m'a rapporté une expérience. Moi, j'ai apprécié dire en Allemagne, je ne sais pas si ça se fait toujours, mais ils ont sous forme de kiosque, un peu dans les mairies, dans les communes ou encore dans les quartiers, dans les villes. Tout comme on a ces arrêts de bus de Sotral que nous avons là. Et quand tu viens, tu rentres. Tu peux t'en procurer. Tu peux t'en procurer. C'est qu'il n'y a personne. Soit tu vas, tu t'en procures, soit tu vas, tu glisses et puis ça te sort et puis tu rentres tranquille. C'est que ni vu ni connu quoi. C'est plus simple. Si on a des choses comme ça, est-ce qu'on souffrirait encore pour aller rencontrer quelqu'un? Parfois même c'est celle qui est à la caisse qui crie, qui a commandé, là, il est où? Ça fait 1000 temps. Il faut donner l'argent. Ça me rappelle une vidéo où les patients étaient là en salle d'attente, où le médecin dit, oui, celui qui souffre de faiblesse sexuelle. Fallait voir tous les hommes, personne ne se bouge. Justement, vous faites des choses comme ça. Moi, je vais plus loin, je me pose la question. Quand par exemple, je vais tout de suite dans une formation sanitaire, je me dirige vers qui pour dire je veux du préservatif, je veux du lubrifiant. Bon, je suis obligé d'aller au secrétariat à lui demander, mais pourquoi on ne met pas à l'accueil, voilà, à l'accueil pour je veux, pourquoi est-ce que quand j'arrive directement là, on ne veut pas un kiosque quelque part, je sais que ici là. Non mais il y en a, il y a dans certains hôpitaux quand même. C'est vrai. Vous voyez le truc on met planification familiale ou bien centre de planification familiale. Bon, là il va falloir la sensibilisation et tout ça là. Est-ce que ça c'est pas pour aller pour ceux qui sont là pour non, pas forcément. Peut-être que ça va aller dans ce sens aussi. Là-bas, on te prend en charge, c'est-à-dire que tu vas. Premièrement, la personne ne sait pas exactement ce que tu es venu faire. Du coup, quand tu te rends là-bas, la personne te reçoit, vous discutez et c'est en discutant finalement que la voilà, donc alors, en tout cas, il y a lieu de ne pas faire peur aux enfants parce que c'est dans la peur. L'enfant va aller faire une expérience et n'aura pas le courage de te dire j'ai fait telle expérience. Et là, c'est encore pire. Et c'est encore pire, l'enfant va se taire. Nous, on est resté dans le silence.
pendant longtemps. Mais quand l'heure a sonné pour qu'on fasse nos premiers pas, j'avoue que ça n'a pas été facile. Et donc, je ne vais pas permettre que mon enfant aussi trébuche. Bien évidemment, c'est une question de responsabilité. Et là, une toute dernière question, d'accord, c'est à répondre juste en 45 secondes. Comment arriver donc à créer cet environnement-là où les jeunes peuvent s'informer sans peur d'être jugés? Parce qu'au-delà de tout ce que vous avez développé, je pense que le dénominateur commun, c'est le jugement, la peur, le regard de l'autre et tout ce qui va avec. Alors qu'en réalité, s'il faut donc éviter ou bien fuir cela, les risques de santé sont énormes. Comment arriver donc à créer cet environnement-là pour permettre aux jeunes de pouvoir évoluer normalement? Bon, moi, je Juste vais dire quelques phrases et puis... Déjà, ça va partir de l'éducation que le jeune reçoit chez lui à la maison. La grande et lourde responsabilité incombe aux parents. C'est les parents qui doivent faire passer l'information à leurs enfants. Moi, je le dis tout le temps, il ne faudrait plus qu'aujourd'hui, en 2026, le sujet de sexualité soit un sujet tabou dans les ménages. Jusqu'à effrayer les enfants. Franchement, parce que on est là. Pour les causeries, par exemple, on reçoit énormément de témoignages et on se rend compte en fait que c'est parce que les enfants, bien, avant, ils n'ont pas reçu, les personnes là n'ont pas reçu une bonne éducation, qu'aujourd'hui se retrouvent dans ce genre de situation. Très vite fait, j'ai reçu le témoignage d'une dame qui me disait qu'en fait, quand elle était mineure, elle avait tellement peur de ses parents. On ne parlait jamais de sexualité à la maison et tout ça. Le jour où elle a osé aller parler de sexualité, parce qu'à l'école, il y a ses amis qui ont parlé de ça, elle ne comprenait pas c'est quoi au fait. Et puis, elle est rentrée à la maison. Et tenez-vous bien, elle est partie vers sa maman et pas son papa, sa maman, pardon, pour lui demander en fait qu'est-ce que c'est que la sexualité, coucher avec un homme et tout ça et tout ça. La maman a très mal réagi. Que, oh, toi là, c'est que tu veux mettre la honte sur moi, tu veux mettre la honte sur ma tête. Là, c'est dangereux. Je t'interdis en même temps et tout ça et tout ça et tout ça. Ça fait qu'elle-même, elle a poussé la curiosité d'aller voir ce que c'était. Parce qu'elle n'a pas reçu l'information chez elle à la maison. Et en allant, elle est tombée enceinte. Connaissant la maison, elle a été obligée d'avorter. Et l'avortement, là, aujourd'hui, lui a causé une stérilité. Je parle la dernière fois du registre, mais moi ici, ça c'est l'une des conséquences désastreuses. L'avortement lui a causé la stérilité. Je pense que moi je pense que la première responsabilité face à la responsabilité sexuelle des enfants incombe aux parents. Voilà. Merci beaucoup. Ce sera tout, hein, Jacques. Je pense que c'est un tour de table, non? Non, finalement, elle a dit l'essentiel. Je pense que cet exemple-là vient donc appuyer beaucoup de choses. Bon, on aura le temps de revenir là-dessus. En 30 secondes, il faudrait aussi qu'on ait des éléments de langage. Il faut qu'on ait des codes pour briser certains... ce mythe-là entre parents et enfants. Effectivement. C'est tout comme la dernière fois pour finir. J'étais quelque part et on dit, on a besoin des outils de travail là-dedans, nous là. Et le responsable en charge dit, oh, que ça c'est entre nous les jeunes, non? Et on a dit, oh, que tu mettes. Non, que nous tous on sait qu'on en a besoin. Vous voyez? Ça crée de la proximité, de la confiance. Et vous verrez que ça part fluide, quoi. Sinon, l'enfant finira par avoir des conseils dehors. Et puis les églises, pardonnez. Bon, on va revenir sur ça. Bref, on va revenir. Les églises. Moi, je les combat fortement. Moi, je les combat fortement. Je pense que je vais inviter un pasteur sur ce plateau. C'est important parce qu'il faudrait qu'il sache que le monde évolue. Il y a les choses qui évoluent. L'information aussi doit évoluer. J'ai des témoignages. Marie-Esther, je pense que c'est bon. D'accord. Blandine a dit ça. Il faut vraiment que les parents discutent de la sexualité avec leurs enfants. C'est très, très important que le sexe, la sexualité ne soit pas un tabou, qu'on explique mieux à l'enfant afin que cet enfant-là aussi devienne responsable de sa vie sexuelle et tout. Parfait. Je pense qu'on aura le temps de revenir beaucoup plus largement sur ce sujet-là, parce que c'est les vacances. Voilà. Donc c'est important de pouvoir revenir là-dessus pour attirer donc les attentions sur l'éducation sexuelle. C'est très important. Merci donc de nous avoir suivis pour Causerie. La petite pause publicitaire, on revient juste après pour la suite de cette émission. Ne quittez pas. M-Afrique, association internationale
des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à l'ECOSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayée, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. Retour sur ce plateau pour la suite de cette émission. On va parler cette fois-ci de l'information du jour qui est donc à la deuxième rubrique dans cette émission. C'est parti avec l'information du jour. Aujourd'hui, on parle du Soudan du Sud où il y a l'augmentation d'évacuation médicale de blessés de guerre. Alors que le conflit meurtrier au Soudan du Sud, continue de limiter l'accès aux soins de santé dans le pays, le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré mardi que les évacuations médicales de blessés sud-soudanais ont augmenté de 50% au cours du premier semestre 2026. Je vous propose de regarder ce reportage de Africa News. Alors que le conflit meurtrier au Soudan du Sud continue de limiter l'accès aux soins de santé dans le pays, le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré mardi que les évacuations médicales de blessés sud-soudanais ont augmenté de 50% au cours du premier semestre 2026. 266 blessés ont été évacués à travers le Soudan du Sud entre janvier et juin. En juin de cette année, nous avons constaté un nombre de cas presque 2 fois plus élevé qu'en juin de l'année dernière. Le conflit ne s'améliore donc pas et la situation ainsi que les besoins humanitaires ne cessent de s'aggraver. La situation est encore compliquée par le fait que le financement, y compris celui des autres ONG, a également diminué, ce qui entraîne également une forte pression sur les hôpitaux. En effet, le système d'orientation vers des établissements spécialisés est affecté car le nombre d'établissements opérationnels au niveau des États a diminué. Il en résulte donc une forte pression sur les hôpitaux de référence au plus haut niveau. La plus jeune nation du monde subit depuis fin 2025 des mois de recrudescence de la violence, les forces gouvernementales fidèles au président sud-soudanais Salva Kiir affrontant dans plusieurs régions des milices d'opposition alignées sur son rival Riek Machar. Nous sommes à la piste d'atterrissage de Ganiel, où nous sommes venus procéder à l'évacuation médicale de blessés de guerre. Il s'agit en fait d'un incident impliquant un grand nombre de victimes puisque nous avons plus de 10 patients d'affilée. Nous sommes venus effectuer le triage afin que les personnes dans un état critique soient évacuées vers Djouba. Dans les jours à venir, les autres seront également transférés à Djouba. Plusieurs hôpitaux gérés par des organisations humanitaires étrangères ont fermé leurs portes à la suite d'attaques depuis la recrudescence de la violence
qui a également provoqué le déplacement de centaines de milliers de personnes. Bien. À l'instant, le reportage sur l'augmentation, j'y arrive finalement, d'évacuation médicale de blessés de guerre. C'était donc au Soudan du Sud. On va passer au MODOK, vous permettez toujours. On passe donc au MODOK aujourd'hui. Et depuis lundi, vous suivez donc un nouveau épisode des MODOK, la web-série Centre médical de Michel Gou et toute sa team. Et le thème, c'est Gou accoucheur. Donc, et après cela, il y a le quiz également qui va suivre, qui va vous donner la possibilité de pouvoir voter ou bien envoyer vos réponses tout simplement au numéro indiqué. Vous allez vous donner le maximum de chances pour être tiré au sort demain dans cette même émission. Mais pour l'heure, on va suivre les MODOK dans le thème Gou accoucheur. C'est quoi ça? Non, j'ai fini, j'ai rentré à la maison. Ah, tu as fini? Oui, oui. Mais je partais là, j'ai vu quelque chose, pour moi je ne peux pas laisser ça. Ah bon? Je savais parler d'une de mes petites là. Une petite? Oh, toi aussi tu ne te rappelles pas? Je t'ai parlé d'une de mes petites qui m'a fait souffrir. J'ai dit, j'ai payé iPhone, les mèches humaines. Elle a bouffé mon argent qu'elle a bouffé là. Ça vaut 10 mois de ça. Ah, attends. C'est pas celle que le petit Bengis est venu enceinte là? Voilà! Ah, c'est ça même. Elle a accouché? J'ai dit, elle n'est pas encore accouchée. Je partais dessus, j'ai vu, des parents sont venus, sont en train de la mettre sur brancard. Donc elle vient ici. Non. Elle va venir. Donc ce que je te demande là, il faut m'arranger. Il faut la faire souffrir. Ton Dieu souffrance là, il faut mettre ça sur elle. Donc tu sais que moi on ne me dit pas ça. Non, moi je te dis ça. Fais ça. D'accord, ben tu donnes combien? Hey, toi aussi, est-ce qu'il y a ça entre nous? Ah, non, hein, affaire d'argent, on ne s'amuse pas, hein. C'est un business. Bon. C'est du gagnant-gagnant. Moi, je vais faire ça, je gagne quoi? D'accord. Je vais te donner 5 000. Attends, tu m'as bien regardé? Quand moi, je descends à 5 000. C'est un service, je te demande. Bon, d'accord, je fais rien. Donne 10 000. Ou bien je fais 10 000, hein? 10 000. Mais fais le travail. Non, 15 000. Oh non, 10 000, tu fais le travail. Pardon. Faut donner. Tiens. Voilà. Pardon. Non, laisse. Non, laisse. Moi là, on ne peut pas m'escroquer impunément. Il faut la faire souffrir. Il ne faut pas aller loin. Ok. Va. Je suis là, je compte sur toi. Ouais. Déposez-la. Vous allez où? Vous allez où comme ça? Ah, mais Pépé, on va aux urgences. Pour faire quoi? Elle a mal, elle est enceinte. C'est vous qui l'avez enceinte? C'est vous qui l'avez enceinte? Audrey n'est pas là, Pédé prend parti. Je vais te gifler. Quelqu'un n'a qu'à toucher. Pépé, la dame là souffre. C'est elle qui t'a dit qu'elle souffre. Andouille. Si tu as touché, je vais te gifler. Avant de rentrer là, c'est moi qui donne l'autorisation de qui rentre, qui ne rentre pas. Ok. Tu comprends? J'ai compris, Pépé. Si Audrey n'est pas là, la personne habilitée à faire accoucher ici, là, c'est moi. Mais il y a d'autres femmes, il y a d'autres infirmières, non? Je m'en fous. Chacun a sa spécialité ici. Moi là, je peux faire accoucher. Mais Pépé, toi tu peux faire accoucher celle-là ici. Ça là, elle peut accoucher. Attends, moi je peux la faire accoucher. Ok, Pépé, on se regarde. Bon, attends. Tonton, on regarde. Pépé, la femme la fait accoucher. Pépé. Ouais, attends. Tu n'as pas un téléphone là-bas? Non, il n'y a pas de téléphone. Problème de réseau. Pépé, tu cherches quoi? Attends, je me mets sur YouTube pour voir comment on accouche. Attends. Pendant ce temps, elle a été souffrir. Ah, c'est elle qui t'a dit qu'elle souffre, c'est quoi même? Pépé, faut pas dire pardon. Attends, comment on fait accoucher? La connexion. Petit kit là. C'est l'argent qui est en train de passer comme ça. Oui, alors Richard, j'ai dit, ta tante, elle est sage-femme, non? Elle est sage-femme. Bon, elle t'a jamais appris comment on fait accoucher?
Hein? Il y a quoi? Elle ne bouge plus. Elle ne bouge Hein? plus. Hein? Attends, je te rappelle. Prenez-la rapidement. Vous allez laisser mourir l'enfant des gens. Prenez-la, allez aux urgences. Ben, vous allez tuer l'enfant des gens. Oh! Mais ils ont failli tuer l'enfant des gens. Mais ces brancardiers là, vous êtes sans cœur. Bienvenue au quiz game du jour des Modards. Pourquoi les consultations prénatales sont-elles importantes? A. Pour connaître le sexe du bébé uniquement. B. Pour surveiller la santé de la mère et du bébé. C. Pour faire le tour des hôpitaux. D. Pour payer beaucoup de médicaments. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots, des bons de consultation, un bilan de santé, une super enveloppe de 10 000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gou. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Vous êtes sur SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut dans l'émission Le Plateau du Bien-être. C'est du lundi au vendredi entre 10h30 et 11h30. Aujourd'hui, c'est jeudi, nous sommes là avec la team de jeudi, Marie-Esther, qui va nous faire donc bien-être tout à l'heure. Jacques également qui nous fera chronique des savants en médecine. Et Blondine Massada, voilà, qui tient donc les rênes de cette émission, naturellement, que j'assiste avec honneur. Alors, c'est parti, Marie-Esther, bien-être. Aujourd'hui, tu nous parles de la gratitude et ses effets sur le bien-être. C'est un peu fort aussi, hein, comme pour Nachati hier. Cette semaine, ils ont décidé de... Même le thème de Jacques, oui, c'est assez énorme. Depuis lundi, vous faites fort, hein, cette semaine-là. C'est bien. C'est une continuité logique. À la force. Quand le bien-être est au point, les inspirations fusent de partout. Alors, jingle, on y va. La gratitude et ses effets sur le bien-être. Ok, merci beaucoup William. Aujourd'hui, nous allons parler de la gratitude et ses bienfaits sur le bien-être. Alors, quand nous parlons de gratitude, il faut... qu'est-ce que c'est que la gratitude? Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un peut me dire... La gratitude, juste en 2 secondes. De façon simple, c'est la reconnaissance. Être reconnaissant pour ce qu'on a, en fait. Exactement. La gratitude, c'est une attitude de pouvoir être reconnaissant pour ce qu'on a, pour les bonnes choses qu'on a de la vie, même si des fois, même certaines situations sont un peu compliquées, il faut toujours être reconnaissant également. La gratitude ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas d'épreuves. Mais c'est être reconnaissant pour ces bonnes choses qui nous arrivent et pour ces situations, même si cela nous dépasse, être reconnaissant pour toutes choses. Alors, pourquoi nous devons exercer la gratitude? D'abord, il faut comprendre la gratitude sur le plan spirituel. Qu'est-ce que cela peut nous apporter et qu'est-ce que cela nous fait? La gratitude sur le plan spirituel, cela rapproche l'être humain de Dieu. Elle nous rappelle que la vie, la santé, la famille et chaque nouvelle journée sont des bénédictions. Une personne qui est reconnaissante développe plus facilement la paix intérieure, l'espérance et la confiance face aux difficultés. Sur le plan scientifique, on peut voir que de nombreuses recherches montrent que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude présentent moins de stress, une meilleure qualité de sommeil, davantage d'émotions positives, une meilleure capacité à gérer les difficultés. Sur le plan médical, nous pouvons noter que les professionnels de santé ont observé que la gratitude peut contribuer à diminuer certaines tensions liées au stress, favoriser une meilleure santé cardiovasculaire, renforcer le système immunitaire, améliorer la qualité du repos. Bien évidemment, cela ne remplace pas un traitement médical, mais constitue un excellent complément pour préserver le bien-être général. Sur le plan psychologique, être reconnaissant aide à réduire les pensées négatives, renforcer l'estime de soi, développer l'optimisme, mieux faire face aux périodes difficiles.
La gratitude nourrit un état d'esprit plus serein et plus résilient. Et sur le plan sociétal et relationnel, dire merci à quelqu'un, reconnaître les efforts des autres et exprimer sa reconnaissance renforce les relations humaines. La gratitude, par exemple, favorise le respect, la solidarité, la confiance, une meilleure ambiance en famille, au boulot, dans la société. Une personne reconnaissante inspire beaucoup plus souvent aux autres la bienveillance en fait. Alors, comment pratiquer cette gratitude? Nous devons vraiment prendre sur nous, par exemple, commencer la journée en pensant à 3 choses de positives. Essayez de réfléchir, pensez à quelque chose de positif, 3 choses. Et vous allez voir que même en pensant à cette chose de positive, vous allez commencer par avoir un sentiment plus heureux, un sentiment plus joyeux. Et il faut aussi apprendre à dire merci plus souvent dans des petites choses. Si quelqu'un même te fait un petit truc, il faut apprendre à dire merci. Même à un enfant, à toute personne. Apprendre à apprécier les petites choses au quotidien. Écrire régulièrement, par exemple, si dans la journée quelque chose nous a fait du bien, nous pouvons prendre sur soi d'écrire cela. En cette journée, telle personne m'a fait du bien, telle personne m'a fait ceci. Exprimer également sa reconnaissance pour nos familles. Des fois, il y a des personnes qui sont là aujourd'hui qui n'ont même pas de famille, qui n'ont même pas un toit où rester. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes entourés de nos familles. Mais est-ce que nous prenons le temps de dire « Ah, merci pour ma mère, merci pour mon père, merci pour ma soeur, mes soeurs ». Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tensions. Il y a des tensions des fois en famille. Mais il faut quand même apprendre à être reconnaissant pour la vie de la famille, de ses collègues au boulot, comment on dit, de son mari, de ses amis. Et remercier Dieu pour toutes ces bénédictions que nous avons reçues. Alors, nous allons conclure. La gratitude est un véritable exercice pour le bien-être. Elle améliore notre santé mentale, favorise notre équilibre émotionnel et renforce nos relations et contribue même à notre santé physique. Alors, aujourd'hui, que quelqu'un ait sur soi de pratiquer la gratitude. Essaye d'être reconnaissant pour la vie d'un collègue, pour la vie de ton mari, de ton frère. Et vous allez voir que vous allez mieux vous sentir et cela va beaucoup vous aider dans votre bien-être. Ce n'est pour rien, souvent quand on nous dit comment tu vas dire, je rends grâce. C'est vrai que ce n'est pas vraiment ça, mais on rend grâce pour le souffle de Dieu. Exactement. Gratitude infinie à toi. Et il faut être surtout très très content pour ce que la vie nous offre tous les jours. Parce qu'il y a des gens qui vivent franchement des situations très difficiles. Donc très critiques. Soyons reconnaissants en toutes choses. Voilà. C'est important. Merci beaucoup Marie-Esther. Et on va passer donc à la chronique des savants en médecine pour parler de Robert Koch. D'accord, si tu insistes. Robert Koch, découvert des bactéries pathogènes. C'est fort. Parce que bon, là, il ne faut pas écorcher les noms. C'est quand même des grands savants. Donc, c'est Koch. Koch. C'est comme la bacille de Koch, un truc comme ça. Non, mais comme c'est ici, il est allemand. Donc, ah, d'accord. Donc, on pourrait même dire Robert Koch. Ok, Robert Koch. Robert Koch. D'accord, c'est fort. Alors, jingle et on revient. Voilà, nous revenons. La chronique des savants en médecine, Jacques. Eh bien, aujourd'hui, je vous amène dans les livres d'histoire de la médecine. Et pour découvrir, pour sortir un nouveau chapitre, voyez-vous. Bien sûr, qui s'ouvre aujourd'hui. Intitulé Robert Koch, le découvreur des bactéries pathogènes. Voyez-vous, s'il est aujourd'hui possible d'identifier le microbe responsable de nombreuses maladies, c'est en grande partie grâce aux travaux donc, de ce grand tome de ce médecin-là allemand au regard méthodique. Alors, il faut dire qu'il est né le 11 décembre 1843 à Clausthal, en Allemagne. Donc, Robert Koch est considéré comme l'un des pères fondateurs de la microbiologie moderne. Donc, à une époque où beaucoup pensaient encore que les maladies apparaissaient spontanément, il démontra qu'elles étaient provoquées par des micro-organismes bien précis. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En 1876, il va identifier la bactérie responsable du charbon, donc le Bacillus anthracis.
donc prouvant que pour la première fois qu'un microbe spécifique est à l'origine d'une maladie spécifique. Voilà. Alors, quelques années plus tard, en 1882, il annonce la découverte du bacille de la tuberculose, voilà, qui est responsable de la maladie et qui va avoir comme nom, Mycobacterium tuberculosis. Voilà, une maladie qui faisait alors des millions de victimes. On sait tout ce que c'est que la tuberculose, des millions de victimes à travers le monde. Et en 1883, il met également en évidence la bactérie responsable du choléra. Et on sait tous que le choléra continue de faire des dégâts jusqu'à maintenant. Exactement. Et c'est grâce à ces travaux qu'on est arrivé à découvrir le virus. Donc, il s'agit donc du Vibrio cholérae, donc voilà, qui est responsable. Et l'une de ces grandes découvertes ou encore voilà, contributions reste les célèbres postulats de Koch. Donc 4 principes qui permettent d'établir un lien entre un micro-organisme et une maladie. Alors bien que la science moderne les ait adaptés, il demeure le socle de la microbiologie médicale. Aujourd'hui, vous allez voir des gens vous dire je suis spécialiste en microbiologie. Microbiologie, c'est quoi juste? Donc, ce sont ces personnes-là qui rentrent beaucoup plus dans le laboratoire pour nous faire donc, ces recherches, ces analyses et tout. Donc, ils ont donc pour pionnier un Robert Koch qui a été donc le dévancier et qui a posé donc les bases, qui a posé donc les pas. Il faut dire que pour mener ces recherches, Koch met au point plusieurs innovations, la culture des batteries sur des milieux solides, l'utilisation donc de coloration microscopique et des techniques d'observation qui vont révolutionner les laboratoires du monde entier. Voilà, je le disais tantôt, ceux-là qui se dit microbiologistes qui vont beaucoup plus au laboratoire. Donc c'est grâce à ces travaux-là, ces outils, ces techniques que Robert Koch a mis en place, ils sont héritiers donc de ça, ils s'en servent toujours de ça jusqu'à maintenant. Et c'est grâce à ça aujourd'hui que dans les laboratoires, les microscopes, les analyses, tout ça là continue par... Même si aujourd'hui on connaît des avancées, on part quand même de ces travaux, de ce qui a été fait. Comme on le dit souvent, c'est au bout de l'ancienne école. On s'inspire donc de ce qui avait été fait pour une certaine continuité, une amélioration. Alors, en 1905, il va donc recevoir le prix Nobel de physiologie ou médecine. C'est comme dans notre rubrique de tous les mardis, nous faisons la rubrique physiologie, voyez-vous, ou médecine. Donc, pour ses travaux sur la tuberculose, surtout sur la tuberculose, il a fait un excellent travail. Et son héritage demeure immense. Chaque analyse microbiologique réalisée aujourd'hui s'appuie, voilà, comme je viens de le dire, directement ou indirectement sur les méthodes qu'il a développées. Alors, une pensée, c'est que, pour lui, dit, si un médecin, après avoir soigneusement observé, ne peut pas expliquer un phénomène, il doit continuer à observer jusqu'à ce que les faits parlent d'eux-mêmes. C'est important. C'est important. C'est-à-dire qu'un médecin qui va vous dire, vraiment, quand j'ai analysé ce que j'ai vu là, je ne sais pas, je ne peux pas expliquer. Il doit continuer par observer pour vraiment expliquer. Voilà. Parce que le médecin, c'est quelqu'un qui, quand il vous reçoit, quand il vous consulte, il doit être capable de vous expliquer en des termes beaucoup plus simples ce qu'il a constaté et le traitement qu'il compte enclencher pour votre guérison. Exact. Mais lorsque le médecin n'est pas capable, il y a un problème. Quand vous allez à l'hôpital et que vous finissez de faire les analyses, demandez à votre médecin là d'arriver à vous interpréter de façon simple ce qu'il a constaté et l'essentiel à retenir. Et s'il n'est pas à même de le faire, il y a un problème. Il devrait en réalité. Alors donc, cette marxisme illustre parfaitement son approche scientifique, ne jamais se contenter d'hypothèses lorsque les preuves peuvent être trouvées. Alors, pour finir, Robert Koch était également un grand voyageur scientifique. Hein. Ça se comprend. Il est bon de le savoir. Il mena des expéditions en Égypte, en Inde, en Afrique, pour étudier les grandes épidémies de choléra. Nous savons que, entre-temps, il y a une grande épidémie de choléra qui a vraiment secoué l'Afrique. Donc, il était là pour essayer de tirer des leçons de cette épidémie-là, de peste bovine, des maladies du sommeil, surtout la maladie du sommeil, on en a connu aussi en Afrique, avec la maladie de Chagas, voilà, et d'autres infections tropicales. Donc ces travaux ont contribué à jeter les bases, comme je l'ai dit, de la lutte moderne contre les maladies infectieuses. Et grâce donc à ce grand médecin,
la médecine est passée d'une époque dominée par des suppositions, surtout ça, dominée par des suppositions, à une médecine fondée sur des preuves. Et ces œuvres ont transformé la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies infectieuses, souvent ainsi des millions de vies. Donc, il est important. Et il n'y a pas que la médecine aujourd'hui, nous sommes appelés également à observer autour de nous. Et quand nous vivons même dans un environnement, nous devons observer si ce qu'il y a autour de nous est propre. Si ce n'est pas propre, ça voudra dire qu'il y a des maladies qui peuvent en découler. Et quand nous réveillons tôt le matin aussi, il faudrait qu'on s'observe bien. Et quand on constate des irrégularités par endroit, alors il faut faire des examens. C'est tout comme la femme. Tous les matins, être à l'écoute de son organisme. De son organisme, faire de l'autopalpation quand elle constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, faire les examens nécessaires. Donc, il faut quitter des suppositions pour arriver au concret. Voilà, c'est l'essentiel à retenir pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Jacques, de nous avoir fait voyager dans le temps avec Robert Koch. Voilà. Il faut donc, tu as dit pour terminer, il faut quitter les suppositions pour en venir aux preuves, aux réalités, ce qui est concret. Voilà, parfait. C'est important. Dans la vie, c'est très important. Ce sera tout pour la fin donc, de cette émission d'aujourd'hui avec la team de jeudi. Merci Marie-Esther. Merci Viviane. Avec plaisir. Gratitude infinie. Gratitude infinie. Tu as un bon élève. Ah oui, c'est important. Blandine, c'est la fin. Gratitude, gratitude pour avoir tenu l'émission. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci de nous avoir hébergés chez vous pendant 1 heure de temps. On espère que vous avez pu donc tirer le meilleur parti. Merci à toute l'équipe de la réalisation. Excellente suite de journée. C'est les vacances. Doucement en circulation. Prenez soin de vos enfants. C'est très important. On se retrouve donc demain à partir de 10h30 sur la télé. On est ensemble. Bonne suite de journée.